deux dates sont effectivement importantes. Le confinement, une barre prévue jusqu'au 11 mai, définie par décret. Alors, on sait beaucoup d'interrogations autour de ce confinement. Quid de l'ouverture des agences, des visites et même du fonctionnement aussi des âgés. On peut le voir. Si on déconfine par tranche d'âge, les plus de 65 ans devront rester chez elles et par conséquent ne pourront pas voter. Ni même par correspondance parce que l'arrêté n'est toujours pas publié. Donc seul un pouvoir sera possible ou alors la visioconférence, si jamais, on le verra par la suite, elle a été votée à une AG préalable. Même chose si on déconfine en fonction des régions. Pourra-t-on convoquer peut-être un Parisien à une assemblée générale qui se déroulera à Nice? Rien n'est moins sûr. Donc toutes ces questions, on l'espère, auront une réponse, notamment dans un futur proche. Deuxième date, c'est l'état d'urgence sanitaire. Jusqu'au 24 mai, jusqu'au 24 mai 2020, prolongé dans certains cas d'une durée d'1 mois à compter, justement de cette date. C'est la loi du 23 mars 2020. Et à ce titre, cette même loi autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance. Et c'est justement par ces ordonnances que nous allons pouvoir, au terme de la formation, appréhender l'impact du Covid-19 sur les différentes activités. Dans un premier temps, l'impact sur la transaction. Alors, premier point, très clair, très simple, il n'y a pas de débat, toutes les agences sont fermées au public, comme l'a rappelé justement à juste titre Fabrice. Deuxième point, se pose aussi les questions des visites. Alors, est-ce qu'il est encore possible de continuer les visites? On le voit dans certains cas, certains articles, certaines de mes formations, on voit toujours des agents immobiliers qui le font. Alors, pour y répondre, c'est assez simple, il suffit de se référer à l'article 3 du décret du 23 mars 2020 qui délimite les possibilités de sortie. Il est malheureusement bien précisé que seuls les déplacements professionnels insusceptibles d'être différés sont autorisés. Autrement dit, comprenez-le bien, les visites sont interdites. Faites dans ce même sens attention à la mise en danger d'autrui, définie par l'article L121-3 du Code pénal. Je le cite, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de la commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibéré de la personne d'autrui. Et c'est pour ça qu'on peut imaginer des cas de responsabilité de l'agence immobilière, des cas pénaux de responsabilité de l'agence immobilière qui sera engagée s'il n'a pas pris notamment les mesures de sécurité, les barrières, les mesures de distanciation sociale notamment, et que ce défaut ait entraîné un préjudice. Autrement dit, si vous avez contaminé notamment le vendeur ou l'acquéreur, on pourrait peut-être malheureusement engager votre responsabilité dans le cas d'une visite qui n'était pas forcément insusceptible d'être différée. Alors, autre point, et je sais que c'était un cheminement assez laborieux sur ce point avec du flou dans un premier temps, une ordonnance dans un second temps du 25 mars 2020 qui précisait qu'étaient suspendus les délais de rétractation, de réflexion, de renonciation. Autrement dit, si jamais on gardait cette ordonnance du 25 mars, on aurait pu considérer que l'acquéreur aurait eu jusqu'au 4 juillet pour se rétracter. Donc, notamment, pendant cette période, on conseillait à l'agence immobilière de faire signer à l'acquéreur une clause de renonciation au report du délai. Sauf qu'heureusement, l'ordonnance 2020-427 du 15 avril précise que le report n'est plus applicable au délai de rétractation, des SRU notamment, et au délai de réflexion, du mandant délai de 14 jours, notamment donc. Enfin, si un compromis a été signé et notifié le 8 mars, le délai de rétractation expirera au 18 mars et non au 4 juillet. Donc forcément, sur ce devoir de conseil, et vous n'y manquerez forcément pas, les agents immobiliers, vis-à-vis de leurs acquéreurs et des vendeurs, doivent leur indiquer que la réitération de l'acte authentique devant le notaire pourrait être faite, afin de récupérer vos honoraires et d'assurer justement la transaction aux parties. Autre point qui suscitait aussi un autre débat, qui suscite aussi toujours l'interrogation de certains agents immobiliers, c'est la question de savoir est-ce que
la condition suspensive d'obtention d'un prêt, notamment, est suspendue. Alors, il faut, pour y répondre, se référer à l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 également, qui précise que, notamment, la prorogation des délais ne concerne que les actes prescrits par la loi ou le règlement. Or, la condition suspensive d'obtention d'un prêt, elle n'est pas prescrite par la loi ou par le règlement. C'est effectivement un mécanisme contractuel où justement la loi ne fait ne fait que conditionner ce point-là, mais la prescrit pas. C'est pour ça qu'on peut considérer, c'est d'ailleurs l'objet d'une note du 16 avril dernier de la Direction des Affaires civiles et du Sceau, publiée par le ministère de la Justice, qui considère que l'ordonnance ne s'applique pas, et donc le délai pour obtenir la condition suspensive d'obtention de prêt n'est pas prorogé. Encore une fois, il incombera à l'agent immobilier, au titre de son devoir de conseil, de proposer aux parties, notamment à l'acquéreur, de renégocier les délais de levée de cette condition, compte tenu, on l'imagine, notamment des difficultés bancaires actuelles, afin d'allonger éventuellement le délai contractuellement prévu. D'autres actes, malheureusement, subissent, si j'ose dire, des prorogations de délai. C'est le cas notamment des mandats en cours arrivant en période de reconduction de tacite, avec la possibilité notamment de rompre le mandat en respectant un certain délai. À ce moment-là, c'est l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui précise une prorogation de délai pour 2 mois qui pourrait s'appliquer. Le mandat pourra donc être résilié dans les 2 mois suivant la fin de la période d'urgence, comme le précise l'article 5. Donc soyez vigilants aussi sur vos mandats arrivant en période de reconduction tacite. Autre point intéressant, les recours contre les permis de construire, qui reprendront leur cours là où c'était arrêté dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire, sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours. Donc si, au 12 mars concrètement, il vous restait 3 jours afin d'éviter tout recours, malheureusement, ce délai, après la cessation des états d'urgence, sera d'un minimum de 7 jours. Donc attention, agents immobiliers, lors d'une vente immobilière, je précise, parce qu'on voit souvent des cas de responsabilité sur ces points-là, pensez bien à conditionner la vente, si c'est nécessaire, à un permis de construire, et non à un CE opérationnel. Et bien évidemment prévoir et inclure les 3 mois de recours dans cette condition suspensive. C'est aussi un point extrêmement intéressant et important. Concernant les déclarations d'intention d'aliéner, ces dernières sont suspendues. Les délais reprendront là où ils étaient, à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit au 24 mai. Alors, en pratique, les mairies ont tout de même, et on le voit justement en pratique, je le vois à travers l'information, la possibilité d'exercer leur préemption sans prendre forcément plus de temps. D'autres, malheureusement, choisissent de prendre leur temps que leur accorde l'ordonnance. Et la conséquence, c'est qu'on le voit bien aussi en pratique, des acquéreurs qui se rétractent au vu des délais de préemption de la mairie, qui refusent de signer le compromis sur la base d'une offre d'achat expirée. Donc soyez extrêmement vigilants sur ces suspensions de délai. Si jamais vos délais ne sont pas suspendus, si jamais le compromis est signé, que la condition suspensive est levée, notamment vous avez un permis de construire et que les recours sont dépassés, l'acte notarié peut être conclu à distance. Et ça, c'est possible depuis notamment le décret du 3 avril. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est que le notaire, seul dans son étude, fait la lecture de l'acte en visioconférence au client, avec un système crypté, donc agréé, et le notaire signera seul l'acte authentique après avoir recueilli le consentement de ses clients. Alors il faut savoir que selon les dernières statistiques, 40% des notaires disposent de cette technologie. Alors
Vous rajoutez à ça les mairies pour l'état civil et le droit de préemption, le syndic, le service de publicité foncière, les diagnostics techniques et les déménagements, le marché est loin de se débloquer. Alors, un point au niveau de la RCP, pour les agents immobiliers, entre compromis et acte de vente, on peut vous conseiller de refaire une visite aussi, seul, pour vérifier l'état du bien, parce qu'on le voit bien, les vices cachés représentent la première cause de sinistre a été en transaction. Demandez, s'il vous plaît, je vous en conjure, l'avant-projet au notaire, afin de vérifier que le notaire a bien retranscrit les informations communiquées par vous, les informations précisées par le compromis, et demandez, si possible, d'être présent en vidéoconférence lors de la signature de l'acte authentique, du moins aussi pour garantir vos honoraires. Donc, en effet, vous avez vu déjà au niveau de la transaction, beaucoup de choses ont été modifiées. Alors, provisoirement, hein, moi je vais vous apporter un peu de positivisme quand même. Je vous livre un sondage BVA qui date de mars. Alors, vous verrez sur le support les évolutions entre février et mars 2020. Ce qu'il faut retenir, c'est que 15% des Français ont encore un projet immobilier sur les 12 prochains mois. Ça fait quand même un Français sur 6. Beaucoup de vos confrères, en tout cas les organisations représentatives des professionnels de l'immobilier, soulignent quand même que c'est un gel, le marché est figé. Certes, il y a des choses qui ne se retrouveront pas, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont repartir après. Et ça, c'est quand même plutôt encourageant. Toujours en utilisant ce sondage BVA, eh bien, 40% des personnes qui ont encore un projet, ça va être sur un premier logement. Donc malgré tout, vous voyez, les Français sont quand même toujours dans leur projet, toujours dans l'envie de devenir propriétaires. Peut-être qu'au final, ils se sont rendus compte que leur appartement en période de confinement, c'est peut-être pas l'idéal et qu'il vaut mieux avoir un grand chez soi et en tout cas choisir son futur logement. 28% veulent vendre un logement pour en acheter un autre. Alors là aussi, ça veut dire qu'il va y avoir une vente, un achat, plutôt positif. 19% acheter un logement pour louer, donc là on a affaire à des investisseurs, donc là aussi c'est extrêmement intéressant, surtout si vous avez une activité de gestion à côté. Et puis donc vraiment tout ça fait qu'on est sur un marché qui reste malgré tout dynamique. Il y a également un autre volet qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a eu une sorte d'étranglement pendant 2 mois, hein, qui fait que tous les biens qui normalement auraient dû être sur le marché, eh bien, sont en stand-by, hein, ils font la queue, attendant patiemment leur tour. Et puis des nouveaux biens également qui vont arriver. Alors, je dis ça avec une pointe d'humour, mais c'est une réalité qui a été relevée par les syndicats de professionnels, avec des divorces, des décès, des biens qui n'avaient pas vocation forcément à être sur le marché de l'immobilier et qui vont y être. Alors imaginez bien quand même que quand tout va reprendre, vous allez avoir 2 mois, 3 mois de succession, de divorce, etc., de liquidation de patrimoine et d'envie d'investir à gérer. Bon, évidemment, ça ne remplacera jamais tout ce qui s'est évaporé, mais quand même, il y a des perspectives qui sont somme toute plutôt encourageantes. Alors, des biens à la vente, il ne veut rien avoir, par peur de l'avenir, par peur de l'endettement. Ces successions, ces divorces, la vente à tout prix, tout ça va faire partie de votre quotidien de demain. Là-dessus, je pense que vous savez gérer tout ça. Tous ces biens de la peur qui vont arriver sur le marché, mais qui vont aussi être de réelles opportunités pour vous. Des mandats de vente, des mandats de recherche, des mandats de gestion, des contrats de location, plein de choses comme ça qui vont au final quand même tomber dans votre escarcelle si vous savez profiter de ces nouvelles ouvertures de marché, de pouvoir parler à ces futurs investisseurs qui sont plutôt des non-professionnels à entendre l'enquête, qui vont avoir besoin de conseils, d'accompagnement pour leurs projets, que ce soit à moyen ou à long terme, besoin de rassurance, là aussi, parce que les professionnels, c'est vous. C'est vous qui êtes les sachants, c'est vous qui allez les accompagner sur leur budget,
Sur le prêt immobilier, alors je livre aussi notre stat, aujourd'hui 40-45% du marché du financement immobilier est entre les mains des courtiers en crédit. Peut-être si vous n'avez pas encore de partenariat, peut-être tisser des partenariats ou pourquoi pas acquérir vous-même les compétences en IOBSP, intermédiation en opération de banque, de manière à capitaliser sur ce besoin en service, ce besoin en centralisation des compétences des clients. Ça va aller également sur le volet assurantiel avec l'assurance emprunteur, qui est un marché très dynamique. On là-dessus, je vous parle en toute transparence, Gagnon n'en fait pas. Mais néanmoins, vous avez un sénateur qui s'appelle Martial Bourquin, qui œuvre beaucoup pour faire tomber l'hégémonie bancaire sur ce marché-là. C'est plutôt intéressant pour vous d'y aller parce qu'il y a quand même de réelles économies. Je vous ai mis juste après un slide dans le support que je ne commenterai pas, mais qui vous montre les réelles économies à apporter, qui sont autant aussi d'arguments pour vous pour défendre vos honoraires. Également accompagner vos clients sur de l'assurance habitation, une vraie prise en main de la clientèle, l'assurance PMO pour vos investisseurs, et puis également, dans ce besoin de rassurance financière, la garantie loyer impayé, qui fait partie désormais du package de l'administrateur de biens pour défendre au mieux les intérêts de son client. Donc à vous, sur le volet transaction, à aussi imaginer quels sont ces services à apporter sur les clients et pourquoi pas développer des nouvelles parts de marché face au PAP qui reste votre principal adversaire.